Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la prima pars à la question 79 où saint Thomas étudie les facultés intellectuelles dans l'homme. Évidemment, c'est une question que saint Thomas d'Aquin a beaucoup développée, même s'il le fait en théologie, donc au service de la révélation. Eh bien, nous avons décidé d'aborder avec la méthode philosophique, ça veut dire en nous fondant sur l'expérience de ce que c'est que l'homme, parce que ceci nous permet évidemment de remonter à la source qu'est l'observation de ce laboratoire plus grand que tous les livres qu'est l'être humain. Et donc, dans la première partie de cette question, après avoir étudié le fait que l'intelligence est une faculté de l'âme humaine, comment elle s'exerce avec l'intellect agent en particulier, qui est cette capacité à sortir de l'image sensible sa partie intelligible, eh bien, saint Thomas d'Aquin s'attache à étudier les propriétés de l'intelligence humaine, et en particulier ce qui est propre à l'intelligence humaine, qu'il va voir maintenant dans l'article 8, à savoir que nous sommes dans une intelligence rationnelle. Elle utilise la raison. Et donc, l'article 8 demande « La raison se distingue-t-elle de l'intelligence ?» Pour répondre à cette question, il faut donc encore une fois partir de l'expérience. Et d'abord, définir ce qu'est l'objet ultime de l'intelligence. C'est en fait l'accession à la vérité. Lorsque nous posons un jugement, que par exemple nous disons « ce livre-là est devant moi », ce jugement, il est vrai ou il est faux. En l'occurrence, parce que ce livre est vraiment devant moi, on peut dire que le jugement de mon intelligence correspond à la réalité. Et c'est là que, évidemment, l'intelligence peut donc poser un jugement vrai. Il faut remarquer que ce jugement vrai est parti d'une première opération intellectuelle, à savoir que, par exemple, lorsque j'étais petit, j'ai peut-être remarqué dans la bibliothèque de mes parents des choses comme cela, que j'ai fini par comprendre que c'étaient des livres et qu'ils contenaient quelque chose d'intelligent. J'ai appris à lire peu à peu. En tout cas, d'abord, le concept de livre est arrivé à mon intelligence, et puis ensuite un jugement sur cette bibliothèque immense qui était dans la chambre de mes parents. Ensuite de ça, par raisonnement, ça veut dire au fur et à mesure que mon intelligence se développait, qu'elle prenait conscience en elle de principes premiers, qu'elle s'en servait, je ne me contentais pas d'observer qu'il y avait ici, dans cette bibliothèque, ce genre de livre, mais je me suis demandé, parce que, fondamentalement, tout effet qui est là a une cause, j'ai fini par me demander, en raisonnant, quelle est la cause de ces livres ? Et donc il y avait forcément un auteur humain qui les avait écrits quelque part. Et c'est ainsi que l'intelligence, en partant d'un jugement simple, presque donné à mes sens, en appliquant à ce jugement simple un principe premier comme tout effet a une cause, pouvait remonter, ici dans un raisonnement qu'on appelle l'induction, à un autre jugement plus profond portant sur une conclusion qui n'était pas visible à mes sens. Et donc, on le voit par cette méthode qui consiste à allier un jugement, à l'éclairer à travers un principe premier, puis à poser un autre jugement, mon intelligence parvient de conclusion en conclusion à des jugements beaucoup plus profonds qui portent sur des réalités qui sont invisibles par soi. Lorsqu'on compare en théologie avec la façon dont fonctionnent les anges, on constate que eux, qui ont une intelligence supérieure, reçoivent directement de Dieu des concepts intelligibles et donc ils pénètrent intuitivement dans la réalité des choses sans avoir besoin de remonter par raisonnement à quelque chose d'invisible. Tandis que nous, humains, à cause de l'imperfection de notre intelligence, nous nous servons de raisonnement sans cesse, et c'est ainsi que nous approfondissons nos jugements. On peut donc dire que le raisonnement
est en fait un mode de fonctionnement de l'intelligence lorsqu'elle est imparfaite, lorsqu'elle se met en mouvement par une autre méthode vers un jugement plus profond. Et si nous pénétrions la réalité des choses directement, nous aurions immédiatement l'intuition de la cause, sans avoir besoin de procéder comme je viens de l'indiquer. Par exemple, pour les anges, à partir du moment où ils se connaissent eux-mêmes dans le premier acte après leur création, eh bien, immédiatement, intuitivement, ils savent qu'ils sont causés et donc, immédiatement, ils posent l'existence de leur Créateur qui est Dieu. Alors que pour nous, les choses se feront beaucoup plus compliquées. La conclusion de cela, c'est que la raison n'est pas autre chose que l'intelligence humaine dans son mouvement, dans l'un de ses mouvements de recherche vers une vérité plus profonde. Il n'y a donc pas lieu de discerner, de distinguer une faculté particulière qu'on appellerait la raison, qui serait différente de l'intelligence. C'est la même intelligence, mais simplement parce qu'elle est la plus faible des intelligences, elle fonctionne de cette manière-là. Alors quelques objections maintenant, dont celle-ci qui dit, c'est dans le traité de l'esprit et de l'âme, sans doute de saint Augustin, si nous allons des puissances inférieures aux supérieures, d'abord se présente à nous le sens, puis le sens interne qu'est l'imagination, puis la raison, puis l'intelligence. Donc manifestement, d'après saint Augustin, la raison et l'intelligence se distinguent. En réalité, ce que fait saint Augustin ici, c'est de distinguer le cheminement progressif de l'intelligence humaine, ou plutôt des facultés de connaissance humaine, telles que je les ai décrites tout à l'heure. Et c'est vrai, ce qui se présente en premier à un petit enfant qui n'a pas encore éveillé son intelligence, c'est le sens externe qui voit passer, comme je l'ai dit souvent, cet exemple est très concret, ce chat concret qu'il appelle par un nom concret, ce minou. Et puis ensuite, évidemment, il porte l'image de ce chat dans sa mémoire et dans son imagination, si bien que lorsqu'il voit un autre chat, alors qu'il passe avec sa poussette et sa maman dans une rue, eh bien, il repère, il l'appelle peut-être Minou, mais c'est pas le même Minou, il n'a pas la même couleur, et donc c'est là que va s'éveiller son intelligence pour pouvoir aboutir à un concept, ce qui est commun à ces deux chats qu'il a maintenant repérés. Et donc, la première opération de l'intelligence est ce qu'on appelle l'appréhension. Un concept qui est universel, parce que chat, c'est quelque chose de commun à Minou et à cet autre chat qui est passé dans la rue. Et ensuite, évidemment, lorsqu'il verra un troisième chat, il pourra poser un jugement en disant « il y a un chat ici ». Et c'est une opération qui est plus profonde que la simple appréhension, puisque là, elle atteint la vérité d'une réalité qui est devant lui. Cependant, à force qu'il s'éveille dans son intelligence et qu'il voit d'autres animaux, il finira par raisonner en se disant « qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces bêtes différentes qui marchent à quatre pattes et qui ne sont pas comme ma maman, mon papa, des humains ?» Et donc, il aboutira au raisonnement suivant qu'il existe beaucoup d'êtres vivants et que certains sont capables de sensibilité et que ce sont des animaux. Il a fait un premier raisonnement qui a abouti à un jugement plus profond, fondé sur un concept plus général. Le concept d'animal est plus général que le concept de chat. Cependant, on le voit, l'intelligence n'intervient qu'à un certain moment, au moment de l'appréhension, du jugement et du raisonnement, tandis que avant, c'était simplement le sens qui intervenait chez le petit homme. Saint Augustin manifeste la continuité qu'il y a entre l'opération sensible et l'opération intellectuelle, de plus en plus profonde. Alors une deuxième objection, c'est Boès qui dit dans la consolation de la philosophie que l'intelligence est avec la raison dans le même rapport que l'éternité avec le temps. Et donc manifestement, il y a là deux facultés.
En réalité, il faut bien comprendre, le jugement, c'est le terme de l'opération intellectuelle, et donc elle aboutit à une vérité qu'on peut contempler de manière stable, et c'est en ce sens-là que Boès compare le jugement à un acte d'éternité. Quand on a posé un jugement sur une vérité, on la tient, et, je dirais, on ne peut que l'approfondir de manière contemplative, tandis que le raisonnement, c'est un mouvement qui aboutira à un jugement plus profond, et donc on peut comparer le raisonnement au mouvement qui lui-même est mesuré par le temps. Et donc, voilà pourquoi le raisonnement n'est pas une opération parfaite, mais plutôt un cheminement de l'intelligence vers la perfection de son opération qui est un jugement plus profond. La troisième objection dit ceci: on constate que l'homme possède comme les animaux des sens pour pouvoir toucher la réalité sensible et comme l'ange une intelligence pour pouvoir juger de l'essence des choses. Et donc, manifestement, entre les deux, ce qui fait de lui un animal raisonnable, ce qui le fait raisonner, c'est une faculté que ni l'animal ni l'ange ne possèdent, mais qu'il possède en propre. La réponse, c'est que justement, parce que l'homme part du sens pour aboutir à des jugements de plus en plus profonds, c'est pour ça que, entre les deux, il peut y avoir l'aide non seulement de l'opération d'appréhension avec l'intellect agent qui sort du sensible, le concept intelligible, mais il peut y avoir aussi le raisonnement qui est dans l'ordre du progrès, donc du mécanisme de cheminement de l'intelligence vers son opération parfaite qu'est le jugement. Donc, appréhension et, je dirais, raisonnement ne sont pas des facultés différentes, des facultés qu'il faudrait poser en plus de l'intellect qui aboutit au jugement, mais plutôt, l'intelligence dans son mouvement vers le jugement. L'article 9 demande: est-ce que la raison supérieure et la raison inférieure sont des facultés diverses? Alors, là encore, il faut partir de l'expérience et regarder comment nous, les hommes, nous sommes capables d'agir. Par exemple, lorsque nous sommes dans l'ère paléolithique, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, et que nous partons à la chasse, voilà que notre intelligence va se servir de notre estimative, ça veut dire cette capacité à observer la réalité qui nous entoure, la nature avec les animaux, à discerner tel animal parce qu'il est consommable et tel autre parce qu'il est plutôt un prédateur dangereux. Et à partir de là, à force d'observer les animaux, nous pouvons élaborer de manière extraordinairement puissante grâce à notre raison, donc notre intelligence, faculté propre à l'homme, des ruses particulières et très concrètes et très efficaces qui dépassent toute la puissance intellectuelle sensible des animaux pour les attraper. On peut donc dire que dans cet exercice-là, notre intelligence et notre faculté de raisonner ordonnent des moyens à une finalité particulière qui est terrestre. Il s'agit de la survie de notre corps. Et donc, la chasse en question que nous sommes en train de faire, les animaux eux-mêmes sont capables de chasser, sauf que eux ne se servent pas de leur raison spirituelle, donc de ce qu'on appelle la cogitative, qui utilise l'estimative, mais seulement de leur estimative. Quand notre intelligence utilise ses fonctions pour cela, on l'appelle la raison inférieure. Et puis, ensuite, revenu au camp, voilà que les hommes, réunis ensemble autour d'un bon repas, vont se mettre à réfléchir au sens même profond de la vie. Que faisons-nous sur Terre? Que se passe-t-il au terme de cette vie? Quelles sont les valeurs qu'il faut acquérir pour obtenir la vie éternelle? Cette même intelligence humaine va donc se mettre à réfléchir aux réalités supérieures et éventuellement pas seulement le sens de la vie, donc le domaine de la religion, mais d'autres choses, comme par exemple ce que c'est que la vérité, ce que c'est que le comportement bon en soi, ce que c'est que la beauté en soi. Lorsque notre intelligence s'applique à des domaines d'ordre supérieur, on l'appelle la raison supérieure. Toute la question que pose saint Thomas d'Aquin, c'est donc de savoir s'il y a là deux facultés différentes. L'une qui serait par exemple,
tout simplement la faculté animale, sensible, pour attraper une proie, pour être dans le concret, pratique, et l'autre qui serait propre à l'homme, cette faculté qui pourrait atteindre non seulement la sagesse, mais aussi, pourquoi pas, l'intelligence des premiers principes, et puis la science des réalités qui nous entourent. Eh bien, en réalité, on le voit, tout cela est dû à une seule et même faculté, que simplement on applique à des objets divers. Et comment est-ce qu'on peut le démontrer? Eh bien, simplement par le fait que c'est en observant, justement, avec sa raison inférieure, le monde qui nous entoure et le monde animal, que par ailleurs nous sommes capables, de manière très concrète, de chasser pour nous nourrir, que nous remontons, par la contemplation des œuvres de Dieu, à ce que Dieu a fait donc au Créateur, et que nous pouvons même poser son existence et son intelligence suprême. Donc on le voit, c'est simplement cette même intelligence qui s'applique à des domaines différents. Il n'y a donc pas séparation, mais plutôt, je dirais, diversité d'objets de l'intelligence qui s'intéresse à tout ce qui est réel, aussi bien le réel pratique que le réel spéculatif. Et donc, c'est de cette même intelligence que sortiront les sciences pratiques ou les arts, et puis, d'autre part, les sciences spéculatives, comme celle qui contemple l'être premier qu'on appelle la sagesse, celle qui contemple ses intentions profondes, mais aussi les principes premiers qu'il a mis dans notre intelligence. Et c'est ce qu'on appelle la vertu intellectuelle d'intelligence. Et aussi celle qui contemple les réalités sensibles qui nous entourent. Et c'est ce qu'on appelle l'habitus de science. Alors voici maintenant quelques objections, dont celle-ci qui vient de saint Augustin qui dit « La contemplation de la Trinité se trouve dans la partie supérieure de l'âme, mais non dans la partie inférieure. » Et donc, s'il y a des parties de l'âme, donc de l'intelligence, ça veut dire qu'il faut poser deux facultés de l'intelligence, celle qui s'occupe des choses inférieures, les choses sensibles, les proies par exemple, et celle qui s'occupe des choses, je dirais, transcendantales. Donc il faut répondre à cela, qu'il faut distinguer l'acte vital de l'intelligence qui effectivement peut se porter sur plusieurs objets. Et c'est comme ça que saint Augustin a distingué l'intelligence dans sa partie supérieure lorsqu'elle s'occupe d'objets supérieurs et l'intelligence dans sa partie inférieure lorsqu'elle s'occupe d'objets matériels. Cependant, la faculté qui est en jeu, c'est la même. C'est elle qui est capable de comprendre tout ce qui est réel, de l'inférieur au supérieur, du pratique au spéculatif. Deuxième objection dit ceci, aucune réalité ne procède de soi-même, mais la raison inférieure procède de la raison supérieure. Elle est réglée et dirigée par elle. En ce sens que l'être humain, évidemment, il est dirigé par le fait qu'il a un sens ultime à sa vie. S'il considère que, à la mort, ça se termine par le néant, eh bien, ses actions pratiques vont chercher immédiatement, comme dit saint Paul, à manger et à boire, parce que demain, nous disparaîtrons. Tandis que s'il pense qu'il y a une vie éternelle, il réglera sa vie en fonction de l'acquisition de cette vie éternelle. Eh bien, il faut répondre à cela, que certes, la sagesse éclaire toute notre vie et que l'homme ne peut pas faire autrement parce qu'il a une raison supérieure. Et donc, il a forcément répondu à la question « D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais après la mort ?» Cependant, on le constate dans certains moments de notre vie, eh bien, nous n'exerçons que la raison inférieure. Ça veut dire que nous sommes dans l'immédiat et dans le concret, et nous ne sommes pas du tout posés des questions comme ça, supérieures. Voilà pourquoi on peut considérer véritablement que notre intelligence aussi fonctionne dans un cheminement de plus en plus profond. Et souvent, eh bien, les trois questions ne se présentent à notre intelligence que lorsque la mort est proche, qu'elle va s'approcher très vite, et que là, forcément, nous nous les posons. Jésus prend une analogie pour l'expliquer. Il dit, regardez, la plus petite graine du jardin, c'est la graine de moutarde. Mais quand on la plante, à la fin, au soir, eh bien, elle devient une plante si grande que les oiseaux eux-mêmes y font leur nid. Eh bien, c'est parfois ce qui se passe dans l'être humain. Étant petit, on ne se pose pas tellement les questions de la vie et de son sens. Mais étant devenu vieux,
On peut dire que tout remonte presque obligatoirement, sauf si on est surpris par la mort dans sa pleine jeunesse. L'objection 3 vient encore de Aristote qui distingue le pouvoir de l'intelligence par rapport à une science qui est certaine et puis d'autre part une science qui serait contingente, qui serait l'opinion. Et donc manifestement il y a des parties dans l'intelligence qui sont différentes, qu'il faut distinguer. Autre chose est cette faculté qui atteint à la science et à sa certitude. Autre chose est cette faculté qui atteint à une opinion secondaire et fragile. Donc il faut poser manifestement dans l'esprit humain plusieurs facultés. La réponse de saint Thomas d'Aquin consistera à dire que d'abord, la science, quand elle est certaine, elle peut être soit dans l'intelligence, je dirais, dans ce qu'appelle saint Augustin l'intelligence inférieure, soit dans l'intelligence supérieure. Il y a des sciences absolument certaines de choses parfaitement matérielles et secondaires, comme par exemple une science de la chasse particulière que certains chasseurs acquièrent avec une grande certitude. Il y a au contraire des domaines de contingence concernant certaines questions, concernant Dieu et le sens de la vie, comme par exemple de se demander si dans l'autre monde il y aura des animaux, des plantes. Là, pour le coup, c'est très compliqué d'y répondre. Donc, il faut dire que ce n'est pas une distinction adéquate à, je dirais, intelligence supérieure, intelligence inférieure. D'autre part, l'aspect opinion et l'aspect certitude, en fait, ce n'est pas une faculté différente que la seule intelligence. Simplement, dans les deux cas, elle obtient sa science avec un médium qui est plus ou moins solide. Dans l'opinion, on connaît une conclusion par, je dirais, le témoignage d'un autre, qui est le plus fragile des arguments en philosophie, alors que dans la science, on obtient la certitude par l'observation du réel, une observation qui quelquefois est accompagnée de, je dirais, d'expérimentation scientifique, et là on obtient la plus grande des certitudes philosophiques. Pour ce qui est de la théologie, qui est, pour le domaine du philosophe, de l'ordre de l'opinion. Je parle de la théologie chrétienne, puisqu'elle s'appuie sur l'autorité de Dieu. Pour le coup, c'est encore un autre statut, parce que Dieu ne peut pas nous tromper, ni se tromper, et donc son autorité peut être plus forte que la certitude expérimentale de la science. Donc on le voit, encore une fois, l'intelligence a une très grande souplesse d'exercice et elle est capable de se critiquer elle-même dans son accès à la science et pourtant c'est une seule et même faculté. L'objection 4 enfin vient de saint Jean Damascène qui dit que l'opinion est formée par l'imagination et que c'est ensuite que l'esprit jugeant l'opinion, si elle est vraie et fausse, juge de la vérité. Donc manifestement, il faut poser une faculté particulière qu'aurait pour objet l'opinion. Il faut répondre à cela que l'opinion, ce n'est pas forcément quelque chose d'appuyé sur l'imagination, non, mais sur un médium qui n'est que peu sûr, comme par exemple justement le témoignage d'un homme, bref, un médium qui peut être éventuellement critiqué. Il pourrait y avoir erreur. Mais on le voit, il peut y avoir des opinions portant sur des conclusions intellectuelles dont on n'est pas du tout sûr par contre. Prenons un exemple au début du XXe siècle, la dérive des continents. Wegener avait remarqué que la forme de l'Amérique du Sud s'emboîte complètement dans la forme de l'Afrique. Et donc, il avait dit, mais et si les continents s'étaient éloignés en flottant comme cela sur la Terre ? En allant vérifier sur place, il avait amélioré cette opinion qui au départ était seulement une constatation, je dirais, un peu légère, en constatant que des fossiles des deux pays, situés pourtant de part et d'autre de l'Atlantique, se ressemblaient. Et ce n'est qu'enfin, en ayant démontré le mécanisme qui expliquait la dérive des continents, qu'on est passé d'une opinion, donc peu certaine, à une certitude. Ça veut dire le médium étant la démonstration du moyen par lequel les continents effectivement dérivent sur un océan de lave. Et on le voit, que ce soit à l'état d'opinion ou à l'état de science, dans les deux cas, c'est l'intelligence qui avait abouti à cette conclusion.
plus ou moins certaines évidemment. L'article 10 est une question de vocabulaire et il demande « Est-ce que l'intelligence se distingue de l'intellect ?» Alors, en réalité, je l'ai dit, c'est une question de traduction selon les auteurs. Quand ils sont grecs, parce que c'est eux qui les premiers ont réfléchi à cela, quand ils sont latins, ou alors en langue vernaculaire, comme je m'exprime maintenant. En réalité, l'intellect est plutôt le mot qui est réservé à la faculté. L'intellect, c'est donc cette faculté présente en moi. Tandis que l'intelligence pose plutôt l'acte de cet intellect lorsqu'il a atteint son objet. Donc, par exemple, lorsque j'ai compris quelque chose, une conclusion, véritablement, comme par exemple la notion de droite. La notion de droite en mathématiques, qui est un segment auquel j'ajoute de part et d'autre, à l'infini, des morceaux. Et donc, la droite est sans limite d'un côté comme de l'autre. Lorsque j'ai compris, eh bien, j'ai l'intelligence de la droite. Et la faculté qui a compris s'appelle l'intellect. Donc, on pourra utiliser un terme pour un autre, ça veut dire fondamentalement la même chose. Alors, quelques objections, dont une de saint Augustin qui dit, dans le traité de l'esprit et de l'âme, « Si nous allons des puissances inférieures aux supérieures, d'abord se présente en nous le sens, puis l'imagination, puis la raison, puis l'intellect, puis l'intelligence. » Et donc lui, il distingue même 3 facultés, la raison, l'intellect et l'intelligence. Eh bien, en réalité, ce que décrit saint Augustin ici, c'est le cheminement de plus en plus profond de notre acte de connaître, qui, comme je l'ai montré, chez un petit enfant commence par le sens, il voit ce chat concret qui se déplace ici, puis il porte l'image du chat dans son imagination, puis s'il procède à un petit raisonnement en se disant que toute une sorte d'animaux qu'il a vus dans la rue ont la même forme, le même miaulement, alors il aboutit évidemment à ce que son intelligence se mette en acte, à réfléchir qu'il y a quelque chose de commun à tout cela. Et donc, au bout d'un certain temps, il a compris quelque chose de commun, son intelligence l'a saisi, c'est le concept de chat. Tout cela, ce sont des chats. Donc, ce cheminement décrit le passage naturel de l'homme du sens qui est dans le concret à l'intelligence qui aboutit au terme à un jugement. Une deuxième objection, cette fois c'est un texte du philosophe latin Boès qui dit « Le sens, l'imagination, la raison, l'intelligence considèrent l'homme chacun de manière différente. Donc, manifestement, il y a plusieurs facultés. » Eh bien, il faut répondre que, effectivement, lorsqu'on s'appuie davantage sur telle ou telle faculté, eh bien, on considère l'homme de manière diverse. Par exemple, si je ne m'appuie que sur mon sens, eh bien, je vais regarder surtout la figura, un visage humain particulièrement marqué. Si ensuite je réfléchis avec mon imagination qui est un sens plus profond, eh bien peut-être que cette figura sera en moi animée et que je pénétrerai avec mon imagination dans un caractère qui paraîtra doux ou au contraire méchant. La raison en elle-même, eh bien, parfois, quand elle est en mouvement, elle peut aboutir à des conclusions qui ne vont pas au cœur même de l'essence d'une personne, comme par exemple, si avec ma raison je dis, oui, une personne humaine est composée dans son corps de 60% d'eau. Je dis une vérité, mais ce n'est pas la vérité la plus profonde. Et donc, je dirais que j'atteins l'intelligence profonde d'une personne lorsque, ayant découvert la partie la plus profonde de son être, fait par exemple pour voir Dieu face à face, eh bien, j'ai l'intelligence de ce trésor qui évidemment va bien plus loin que sa composition de 60% d'eau. Donc, on le voit dans le vocabulaire de Boès, eh bien, la raison, c'est l'intelligence en mouvement, qui quelquefois ne va pas très très loin, tandis que l'intelligence, c'est l'acte ultime, qui va très très loin, au cœur de l'essence des choses, de son essence la plus profonde. Tandis que le sens, lui, eh bien, il ne regarde que le superficiel, et on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il analyse. Alors la troisième objection, cette fois, se prend encore de saint Jean Damascène, qui étudie l'intelligence en disant ceci. Le premier mouvement de connaissance est l'intelligence qui a rapport à quelque objet est
l'intention, celle qui est permanente et qui modèle l'âme selon l'objet connu, c'est l'invention, invention qui demeure dans un même sujet, qui s'examine et se juge lui-même, c'est la phronésis ou sagesse. La phronésis développée forme une pensée, c'est-à-dire la parole intérieure ordonnée, d'où provient la parole extérieure qui peut communiquer aux autres, ce qu'on a compris. Donc il faut répondre à cela que, en utilisant des mots que nous n'utilisons plus habituellement pour définir les différentes phases de la progression dans la science, Saint Jean Damascène décrit le cheminement d'une intelligence qui pénètre l'essence des choses peu à peu, en s'appuyant sur l'admiration, qui est comme, la stimulation de l'intelligence dans sa recherche, pour ensuite la communiquer le fruit de cette recherche à des élèves qui peuvent à leur tour progresser. Mais il faut le considérer, tout ce qu'énumère Saint Jean Damascène dans le cheminement de la pensée, ça provient de la même faculté, la faculté d'intelligence, dans son cheminement laborieux, cheminement qui, je l'ai dit, quand on le compare à celui des anges qui pénètre directement l'essence des choses, est évidemment complexe, multiple, et donc, en particulier, c'est une intelligence rationnelle que celle de l'homme, donc qui se sert de divers mouvements de la pensée pour aboutir à des conclusions plus profondes. L'article 11 demande « Est-ce que l'intellect spéculatif et l'intellect pratique sont des puissances distinctes en nous ?» Alors encore une fois, partons de l'expérience. Nous constatons que notre intelligence, elle peut ordonner sa connaissance à la simple recherche amoureuse de la connaissance. Et c'est là qu'on appelle cela l'intelligence spéculative. Spéculative vient de speculum, le miroir. Ça veut dire que notre but, c'est de contempler une vérité pour la contempler, sans autre but que l'amour de la vérité. Et donc, on dit que dans le domaine philosophique, il y a toute une série de disciplines philosophiques qui sont spéculatives, comme la physique qui cherche à comprendre la matière, pour la comprendre simplement comme cela, avec pas d'autre but que la recherche fondamentale sur ce qu'elle est. Il y a la philosophie du vivant qui cherche à comprendre tous les êtres vivants pour le même but. Il y a la métaphysique qui regarde l'être en tant qu'il est. Qu'est-ce qui caractérise un être par le fait même qu'il est, alors qu'il pourrait ne pas être ? Et puis, enfin, il y a la contemplation de la cause des causes, qu'on appelle la sagesse, qui regarde, s'il y a un créateur à ce monde, et quel est l'ordre que ce créateur y a mis. D'autre part, on le constate, ces sciences-là, spéculatives, elles sont très vite utilisées par nous qui sommes dans notre vie concrète, avec un domaine pratique, elles sont utilisées pour mieux agir dans le concret de notre vie pratique. Et là, il y a plusieurs disciplines qui sont ordonnées à cette vie pratique, comme par exemple la philosophie éthique qui nous met en rapport avec une autre personne humaine, la philosophie politique qui nous met en rapport avec une communauté afin de la gérer du mieux qu'il soit. Et pour cela, il faut connaître évidemment la nature humaine, sinon, en politique, on sera très mauvais. Il y a aussi la philosophie du travail pour aboutir à une œuvre, la transformation d'une matière. Et puis, lorsque nous avons découvert l'être premier qui a créé tout cela, là aussi ça s'achève dans une vie pratique. Nous sommes contraints de retourner vers ce créateur pour lui être reconnaissant de nous avoir créés. Et c'est l'acte pratique de religion avec l'adoration qui est le premier acte de religion. Donc, la question de l'article consiste à se demander si les parties spéculatives qui sont là sont liées à une autre faculté, une autre intelligence que l'intelligence pratique. La réponse, c'est que ce n'est qu'accidentel que la chose soit ordonnée à la contemplation pure ou à l'action. Dans les deux cas, c'est la même intelligence qui simplement s'applique à un domaine particulier, mais elle le fait intelligemment. Et donc, on le voit encore une fois,
toutes les formes d'intelligence qu'on distingue, hein, intelligence artistique, intelligence éthique, intelligence politique, intelligence mathématique, c'est la même faculté. Simplement, elle est appliquée à des objets matériels différents. Ce n'est donc que dans un abus de langage qu'on dit que certains ont une intelligence éthique et non pas du tout d'intelligence spéculative. En réalité, c'est qu'ils ont travaillé telle matière et non pas telle autre. Ils ont pu développer un habitus plus profond. Mais du côté de la faculté, c'est l'unique intelligence qui est capable de tout cela. Alors quelques objections. Et la première dit ceci, manifestement, l'intelligence pratique, elle est différente. C'est une autre faculté puisque son but c'est de se mouvoir, d'obtenir un résultat pratique, alors que l'intelligence spéculative c'est uniquement de connaître. Et donc il faut poser deux formes d'intelligence. Eh bien, je répondrai que pour l'intelligence, tout cela, se mouvoir ou simplement contempler, ce n'est qu'accidentel. Dans les deux cas, il y a compréhension profonde de quelque chose. D'ailleurs, on le voit bien, il n'y a pas d'opposition, mais il y a plutôt collaboration entre ces deux formes d'intelligence. Celui qui contemple la nature humaine, qui la connaît de plus en plus profondément, sera bien meilleur pour agir dans le domaine éthique, mais aussi dans le domaine politique. Un homme politique doit parfaitement comprendre la nature humaine, sinon, très vite, eh bien, il perdra son pouvoir, parce qu'il révoltera le peuple. La deuxième objection consiste à dire que, manifestement, l'intelligence spéculative n'a pas le même objet que l'intelligence pratique. L'intelligence spéculative cherche la vérité. Elle la contemple et rien d'autre, tandis que l'intelligence pratique cherche le bien qu'elle veut appliquer dans le concret. Et donc, il faut dire que l'intelligence spéculative, c'est l'intelligence, tandis que l'intelligence pratique, c'est la volonté, c'est une autre faculté. Eh bien, il faut répondre à cela que d'abord, eh bien, le bien et le vrai sont, je dirais, simplement les mêmes réalités, mais considérées selon des raisons différentes. Par exemple, la vérité spéculative est le bien de l'intelligence spéculative. Donc, manifestement, là encore, ça ne convient pas. Par contre, il faut comprendre que dans l'intelligence pratique, parce qu'il y a une action concrète, un passage à l'acte, eh bien, effectivement, la volonté se met beaucoup plus en action. Mais il ne faut pas nier que même dans l'intelligence spéculative, la volonté est présente. Si on n'a pas la volonté de comprendre la vérité, eh bien l'intelligence, elle reste neutre. Ainsi, intelligence et volonté fonctionnent ensemble, toujours comme deux affectionnés. Troisième objection, quand on compare à ce qui se passe dans la vie animale, on voit bien, l'imagination pour lui, c'est l'analogue de l'intelligence spéculative. Il porte la proie dans son imagination et donc il pense à elle. Tandis que l'estimative, qui va appliquer une ruse très concrète pour l'attraper, eh bien ça correspondrait à l'intelligence pratique. Et on voit que dans la vie animale, il y a bien deux facultés. Donc pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas deux facultés dans le domaine intellectuel? Eh bien, il faut répondre à ça que dans le domaine des choses matérielles, donc sensibles, accessibles au sens, on est obligé de poser plusieurs facultés parce que l'objet n'est pas considéré de la même façon par l'imagination, donc simplement possédé en soi, et dans l'action, où là il y a un principe qui est différent, qui doit ordonner des moyens au but recherché. Tandis que l'intelligence, elle, qui est beaucoup plus ouverte qu'un objet universel, toute forme de vérité, aussi bien pratique que spéculative, eh bien, c'est une même faculté qui peut regarder toutes ces réalités d'ordre spirituel, d'ordre intellectuel. L'article 12 va se demander si la syndérèse est une puissance distincte. La syndérèse, il faut que véritablement d'abord je précise ce que c'est. Un philosophe des années 1950 appelé Jean-Paul Sartre avait dit que l'intelligence humaine est absolument une table rase, sans aucune espèce de détermination. Elle est neutre, elle est ouverte à tout.
Et pour lui, ça voulait dire donc que l'existence de l'être humain précédait même son essence. Ça veut dire ce qu'il se ferait par son exercice plus tard, et qu'il deviendrait ce qu'il avait décidé dans ses actes, avec évidemment des conséquences. Si donc, par exemple, on décidait de trahir ses amis, on en paierait les conséquences par une sorte de logique immanente. Voilà ce qu'avait dit Jean-Paul Sartre. Et manifestement, l'expérience nous montre que ce qu'il avait dit est faux. Je veux dire par là que l'intelligence humaine, si elle est table rase par rapport à certaines conclusions, comme par exemple l'existence des chats, des chiens, ça c'est l'expérience qui va nous apprendre les choses, elle n'est pas totalement table rase, et ce sur 2 points. D'abord, en ce qui concerne des principes intellectuels fondamentaux, ça veut dire qu'elle les reçoit dès, je dirais, sa conception, elle est créée avec cela. Je veux dire par là qu'il y a toute une série de principes naturellement connus qui s'imposent à notre intelligence, qui sont donnés aux tout petits, qui sont évidents par soi, comme par exemple le principe d'identité. Eh bien, par exemple, c'est très simple, cette télécommande est identique à cette télécommande. Ça va pas plus loin. Donc, quand un enfant voit ce chat qui passe, il sait que c'est ce chat qui passe. C'est naturel, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, un principe de non-contradiction. C'est pareil, c'est tout à fait naturel, même si l'expérience vient le fortifier peu à peu, à savoir que ce chat qui passe ne peut pas être en même temps dans l'autre pièce. Il est là devant moi et donc ce serait contradictoire qu'il soit ailleurs. Si d'ailleurs, eh bien, tout d'un coup, un petit enfant suffisamment éveillé voit ce chat-là et puis, dans la seconde d'après, le même chat à un autre endroit, il va être stupéfait. Le principe de non-contradiction a été bafoué par un tour de prestidigitation que lui ont fait ses parents. Un troisième principe, c'est le principe de causalité, à savoir que tout effet a une cause. Peut-être que là, il est plus profond, plus difficile à admettre, mais très vite, quand l'intelligence est suffisamment éveillée, elle le sait bien. Donc, ce chat qui est là, obligatoirement, vient de parents chats qui lui ont donné la vie, etc. Eh bien, en ce qui concerne maintenant notre intelligence pratique, c'est pareil, elle n'est pas table rase. Il y a, chez les tout-petits, des principes premiers, naturels, comme par exemple, et ça se voit de manière extraordinairement rapide, le principe de la justice. À savoir que si un enfant reçoit un bonbon et que son petit frère, qui est son jumeau, ne le reçoit pas, sans qu'il y ait de cause, eh bien, très vite, il va comprendre que quelque chose ne va pas au niveau de la justice. De la même façon, chez les tout-petits, lorsque la récompense vient de la maîtresse d'école pour un élève qui est son chouchou, mais sans que ça soit lié à son travail, et que la récompense ne vient pas pour les autres, selon une certaine justice distributive, eh bien les enfants sont choqués et ils trouvent qu'il y a là une injustice. Eh bien, ce principe premier, moral, pratique, c'est ce qu'on appelle un effet de la syndérèse. Ça veut dire que notre âme a une conscience native, mise par Dieu, qui nous dirige vers le bien et qui fuit au contraire le mal. Il y a bien d'autres données de la syndérèse, comme par exemple la trahison d'un ami, la trahison de la parole donnée, le mensonge, etc. Tout cela est naturellement présent chez les enfants, mais on le constate, la syndérèse peut être étouffée par la suite par une éducation qui vient l'écraser. La question que pose donc saint Thomas d'Aquin, c'est donc de savoir si cette syndérèse est une faculté particulière, ou si c'est simplement notre intelligence pratique avec l'orientation naturelle que Dieu lui aurait infusée en la créant. Un peu comme quand je le dis, des anges, Dieu les crée avec des concepts qu'il leur donne et qui leur permet dès le départ de connaître ce que sera leur mission plus tard. Eh bien, manifestement, il faut répondre que la syndérèse, comme les principes premiers dans l'intelligence spéculative, c'est une chose qui a été mise par Dieu dans notre intelligence pratique ou spéculative au moment de sa création. Ce n'est donc pas une faculté particulière, c'est simplement une orientation de notre faculté vers son objet. Et donc, manifestement, notre intelligence est naturellement ordonnée vers le vrai, tandis que notre volonté est naturellement ordonnée vers le bien. D'ailleurs, très profondément,
cette syndérèse ainsi que les principes premiers ont été analysés ensuite par quelqu'un comme saint Augustin, qui s'est rendu compte que, finalement, dans notre intelligence, il y a une orientation naturelle vers quelque chose qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas désirer. Ce serait une velléité, mais tout de même, qui est fait. Notre intelligence est faite pour cela. Elle est faite naturellement pour recevoir la vision béatifique. Ça veut dire pour voir Dieu, qui est la vérité absolue et qui est le bien absolu. Donc, on peut dire que on voit un effet de cette orientation profonde plus tard, lorsque devenu adulte, notre intelligence étant simplement nourrie par des vérités relatives et notre volonté par des biens passagers. Eh bien, elle est comme en famine, elle n'est pas bien, et c'est ce que dit saint Augustin dans ses confessions. Avant même de t'aimer, avant même de te connaître, toi mon Dieu, je t'aimais, parce que mon intelligence était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi. Eh bien, certainement que ceci est l'effet le plus profond de cette syndérèse en nous, ça veut dire de cette orientation naturelle de notre intelligence vers Dieu. Je sais que certains ont contredit cela en disant « ça voudrait dire donc que la vision béatifique est un droit de nature ». En réalité, pas du tout. De même que, par exemple, notre personne tout entière est ordonnée à épouser une jeune fille que nous aimerons. Il n'empêche que c'est par grâce que cette jeune fille, lorsque nous la connaîtrons, acceptera de nous épouser ou pas. Donc, notre orientation naturelle vers le mariage ne donne pas droit au mariage. Il faut donc être très précis. Alors, quelques objections, en particulier une qui vient de saint Jérôme et qui oppose la syndérèse à la passion d'irascible qui nous fait mettre en colère et quelquefois écraser les autres, au concupiscible qui nous fait désirer un bien matériel et même parfois au rationnel qui nous fait penser à par exemple voler quelqu'un pour notre survie, quitte à écraser, eh bien la loi naturelle en nous qui devrait respecter la propriété privée d'autrui. Or, il y a là, dans l'irascible, concupiscible, rationnel, des puissances vitales en nous. Donc manifestement, la syndérèse doit être une puissance vitale en nous. La réponse, c'est que notre irascible, notre concupiscible ou notre raison, lorsqu'elle est pervertie, peuvent s'opposer à la syndérèse, mais non pas comme des facultés, dans leurs actes. Ça veut dire que la colère, lorsqu'elle nous conduit à écraser autrui, pour rétablir une soi-disant justice, et donc en allant jusqu'à la vengeance, eh bien, elle écrase la syndérèse, qui est un acte qui, lui, nous dit que non, on doit être simplement juste. De même pour le concupiscible, lorsqu'il commet le vol, ou la raison, lorsque l'intelligence se met au service du mal. Donc, chez saint Jérôme, irascible, concupiscible et raison sont pris ici non pas au sens des facultés, mais au sens des actes des facultés lorsqu'ils entraînent notre volonté et notre intelligence. L'objection 2 dit, on le constate, notre syndérèse nous pousse à faire le bien, par exemple à être juste avec quelqu'un. Tandis que notre sensibilité nous pousse parfois à faire le mal, comme par exemple à persécuter un camarade en classe, à l'écraser par notre domination. Et donc, manifestement, eh bien, la sensibilité étant une faculté, la syndérèse doit être une faculté aussi. Eh bien, il faut répondre ici la même chose. Notre sensibilité a effectivement son orientation propre, elle aussi. Elle cherche un bien qu'elle convoite pour se l'accaparer, pour la survie et éventuellement pour la reproduction. La syndérèse est une orientation naturelle de notre intelligence. Et donc, c'est au même niveau que la sensibilité. Ce n'est pas au niveau des facultés elles-mêmes, mais plutôt des orientations de ces facultés vers leur bien. L'objection 3 vient de saint Augustin qui dit, dans le traité du libre arbitre, que notre pouvoir naturel de juger, c'est là que se trouvent des règles et des genres de vertus qui sont certaines et immuables. C'est ce que nous appelons la syndérèse. Donc, la syndérèse nous oriente vers le bien, le juste, le vrai, et nous n'avons plus qu'à suivre l'orientation de cette conscience profonde. Et donc, manifestement, dit-il, la syndérèse paraît être la même chose que la raison, c'est donc une puissance vitale, et non pas simplement une orientation de l'intelligence.
Donc, si on considère la puissance vitale elle-même, qu'est l'intelligence, on peut discerner son objet naturel, qu'est le vrai. Mais ce vrai n'est atteint que dans l'exercice de cette puissance, et donc que cette puissance est naturellement créée avec une orientation vers le vrai et vers le bien. Ça n'empêche que cette orientation n'est pas la puissance elle-même, mais une orientation naturelle mise par Dieu qui l'aide à se tourner vers son objet. L'article 13, enfin, demande si la conscience est une puissance vitale, ou si c'est une propriété de l'intelligence ou de la sensibilité. Alors là encore, il faut partir de l'expérience. La conscience, c'est un mot assez général qui a plusieurs sens, mais qui implique, dans tous les sens où on l'explique, une certaine lucidité sur ses actes. Et donc, on voit que la conscience apparaît en premier dans la vie animale. Il y a une certaine conscience sensible. Je veux dire par là que, à la différence de la plante, l'animal est conscient, par exemple, qu'il souffre. Je sais qu'un philosophe comme Descartes pensait qu'un animal était juste une machine qui réagissait à des stimuli. Et c'est très faux. L'animal souffre réellement quand on le fait souffrir. Et donc il a une conscience sensible. Par contre, on le voit. Il n'a pas, chez lui, de conscience morale du bien et du mal, mais plutôt la conscience d'un comportement juste par rapport à son espèce. C'est ainsi qu'un chien qu'on dressera par exemple à tuer, eh bien, pour faire plaisir à son maître qui est un peu, je dirais, le milieu de son espèce, quand on lui commandera de tuer, il tuera. Et il ne fait pas le bien, il ne fait pas le mal, il suit ce que les stimuli qu'on lui a apportés, ont apporté comme dressage. On voit chez certains animaux une certaine conscience réflexive d'eux-mêmes. Par exemple, quand on colle un sparadrap sur le front d'un éléphant et qu'on montre à cet éléphant son image dans le miroir, au lieu d'aller toucher le sparadrap dans le miroir, il va toucher directement le sparadrap sur son front. Il y a donc là une conscience beaucoup plus profonde qui n'appartient qu'à certains animaux supérieurs. Alors pour l'être humain maintenant, nous constatons que la conscience, elle est effectivement plénière, et de plusieurs façons. Par le fait même que nous sommes intelligents, nous avons donc la conscience réflexive de notre propre être, et nous pouvons être stupéfaits par le fait que nous existons. C'est donc un premier niveau de la conscience. Cette conscience-là est-elle une faculté ? Non, elle est une propriété et de notre sensibilité, mais surtout de notre intelligence spirituelle, capable de se replier sur nous-mêmes et donc de nous connaître nous-mêmes. C'est d'ailleurs une propriété aussi de l'intelligence des anges et de toute intelligence quelle qu'elle soit. Ce premier nom appliqué à la conscience, c'est une conscience quelque part spéculative. Et c'est aussi cette même conscience qui nous permet de comprendre lucidement certains principes premiers, mais aussi certaines conclusions des sciences spéculatives. Et puis, il y a une conscience applicable au domaine pratique, le domaine en particulier de la morale et de la politique. Et là, la conscience, elle est tout à fait particulière parce que elle est éclairée fondamentalement par les principes premiers du bien, qu'on appelle la syndérèse, dont j'ai traité à l'article précédent. Et donc, par exemple, lorsqu'un homme donne sa parole dans un acte de mariage à une femme et que quelque temps plus tard il la trahit, on peut dire que sa conscience morale, qui est fondée à la fois sur la syndérèse, donc un principe premier, une orientation profonde de son intelligence vers le bien, mais aussi sur la parole prononcée, le serment prononcé par un choix libre, sa conscience morale lui répète qu'il a commis un mal. On voit que cette conscience morale est donc fondée naturellement sur la syndérèse, et ceci est inaltérable puisque c'est une orientation naturelle de notre intelligence vers le bien et donc aussi de notre volonté. Mais on le voit, elle est fondée aussi sur un acte choisi. Et cet acte choisi peut être détourné, soit par le concupiscible, soit par l'irascible, soit par une raison mensongère qui finit par écraser la syndérèse au nom d'un raisonnement, évidemment, de faute morale.
Donc, reste à savoir maintenant ce que c'est cette conscience morale. Est-elle une puissance naturelle, une puissance comme notre intelligence et notre volonté? Est-elle une orientation de notre intelligence ou est-elle un acte de notre intelligence? Eh bien, je dirais que d'abord, elle est une orientation présente, innée dans notre intelligence qu'on appelle la syndérèse et que ensuite elle est un acte choisi qui doit être conforme à cette syndérèse, sans quoi l'acte choisi évidemment vient en rupture et c'est là que la conscience morale, eh bien, je dirais tombe malade quelque part. Elle n'est pas dans l'axe du bien ni du vrai. Alors quelques objections, dont la première vient d'Origène, qui dit que la conscience morale est l'esprit correcteur, le pédagogue qui accompagne l'âme pour l'éloigner du mal et l'attacher au bien. Mais l'esprit désigne dans l'âme une certaine puissance, soit l'âme intelligente elle-même, soit, selon le mot de saint Paul, renouveler l'esprit de votre âme, soit l'imagination. C'est ainsi qu'en saint Augustin, la vision imaginative est appelée spirituelle. La conscience est donc, si on suit Origène, une puissance vitale. Alors il faut comprendre, quand Origène appelle la conscience un esprit, il veut parler d'une spiritualité. Dans nos actes choisis, évidemment, lorsque nous nous tournons toujours vers le bien que nous indique notre syndérèse, eh bien, nous sommes dans une spiritualité du bien. Nous ne trahissons pas nos amis, nous ne mentons pas, nous ne volons pas notre prochain. Et donc on le voit, c'est bien dans un acte moral particulier ou un acte politique ou même un acte du facere, donc de l'œuvre d'art, que s'exerce la conscience morale et non pas par soi. Ce n'est pas en soi une faculté vitale comme notre intelligence et notre volonté. Deuxième objection, on le sait, c'est quand on agit contre sa conscience morale qu'on commet un péché. Et le péché, c'est une souillure qui vient abîmer une faculté vitale comme notre intelligence et notre volonté et qui nous détourne de Dieu. Donc on doit dire que la conscience morale est une faculté. La réponse est que la conscience morale est donc fondée sur l'orientation naturelle que Dieu a donnée à nos facultés vers le vrai et vers le bien, mais que c'est dans un acte moral qui s'oppose à cela que nous commettons des péchés, et donc notre conscience vient nous rappeler quand un acte n'est pas conforme au bien et au vrai. Donc la conscience est bien une propriété de nos facultés et non pas la faculté elle-même. Une propriété de la faculté en acte. Un petit enfant, lorsqu'il dort, qu'il est tout bébé, qu'il n'a pas exercé encore son intelligence et sa volonté, eh bien, sa conscience morale ne s'exerce pas du tout. Alors l'objection 3 demande ceci. La conscience, puisqu'elle est dans l'intelligence et dans la volonté, eh bien, elle est soit un acte, et on voit bien qu'elle n'est pas un acte, puisque sinon, elle ne serait pas en permanence là. Elle est soit un habitus, ça veut dire une propriété acquise à travers une série d'habitudes, soit la faculté vitale elle-même. Et elle n'est manifestement pas un habitus puisque elle est là fondamentalement au moment où notre intelligence est créée. Elle l'oriente vers le bien et vers le vrai. Donc forcément, eh bien, cette objection conclut que la conscience est donc une puissance vitale. Elle est identique à notre intelligence et à notre volonté. Alors, il faut répondre à cela que parmi les habitus, certains sont acquis à force de pratiquer l'acte de connaissance ou de volonté. Par exemple, on acquiert la vertu de prudence en agissant avec prudence en vue du bien. Tandis qu'il peut y avoir des habitus qui sont communiqués avec notre création, qui sont innés, comme on le voit par exemple chez les anges, à qui Dieu communique eh bien, des species, comme on dit, c'est-à-dire des concepts intelligibles avec leur création. Eh bien Dieu, en ayant créé notre intelligence, a mis en elle une orientation particulière vers le vrai et vers le bien, et c'est ce qu'on appelle eh bien, les principes premiers au niveau du vrai, et puis la syndérèse au niveau du bien.